Une histoire populaire des États-Unis de Howard Zinn, de 1492 à nos jours. Chapitre 24 L'imminente révolte de la Garde. Le titre de ce chapitre ne se veut pas prophétique. Il exprime simplement un espoir. De même, le titre de ce livre n'est pas tout à fait pertinent. D'abord parce qu'une histoire populaire promet plus que ce qu'un seul individu peut accomplir. Ensuite, parce qu'il s'agit du type d'histoire la plus difficile à saisir. Toutefois, il a le mérite de souligner qu'il s'agit d'une histoire irrespectueuse à l'égard des gouvernements et attentive aux mouvements de résistance populaire. Une histoire qui penche clairement dans une certaine direction, ce qui ne me dérange guère tant les montagnes de livres d'histoire sous lesquelles nous croulons penchent clairement dans l'autre sens. Ces ouvrages font preuve d'un si grand respect envers les États et les hommes d'État et sont si peu attentifs, sans doute par inadvertance, aux mouvements populaires qu'il nous faut faire contrepoids pour éviter de sombrer dans la soumission. Tous ces livres d'histoire américaine qui se focalisent sur les pères fondateurs et sur les présidents successifs pèsent lourdement sur la capacité d'action du citoyen ordinaire. Ils suggèrent qu'en temps de crise, il nous faut chercher un sauveur. Les pères fondateurs pour la Révolution, Lincoln pour la sortie de l'esclavage, Roosevelt pour la Grande Dépression, Carter pour la guerre du Vietnam et le scandale du Watergate. En revanche, entre les crises, tout va pour le mieux, il faut nous contenter du retour à la normale. Les livres d'histoire classique nous apprennent encore que l'acte suprême du citoyen est de désigner son sauveur en allant voter tous les 4 ans pour choisir entre deux blancs relativement riches, anglo-saxons de surcroît, et mâles par-dessus tout, à la personnalité terne et aux opinions parfaitement orthodoxes. La notion de sauveur traverse toute notre culture, bien au-delà de la seule politique. Nous avons appris à nous en remettre aux stars, aux dirigeants et aux experts en tout genre, négligeant de ce fait nos propres ressources, notre propre force et, pour finir, notre personnalité même. Mais il arrive de temps en temps que les Américains rejettent cette idée et qu'ils se révoltent. Ces rébellions ont toutes jusqu'à présent été maîtrisées. Le système américain est le plus ingénieux des systèmes de maintien de l'ordre social que l'humanité ait imaginé. Dans un pays aussi riche en ressources naturelles, en talents de toutes sortes et en force de travail, le système peut se permettre de distribuer juste ce qu'il faut de richesse à juste ce qu'il faut de citoyens pour limiter l'expression du mécontentement à une minorité turbulente. Ce pays est si puissant, si vaste et si apprécié par tant de citoyens qu'il peut se permettre d'accorder la liberté de contester à une petite minorité insatisfaite. Il n'existe pas d'autre système de contrôle capable d'offrir autant d'opportunités, de possibilités, de latitude, de souplesse et de récompense aux heureux gagnants de la loterie sociale. Il n'en est pas non plus qui répartissent ces outils de contrôle de manière aussi sophistiquée, par le vote, la hiérarchie du travail, l'Église, la famille, l'enseignement, les mass-médias, ni aucun qui ne sache aussi bien endormir son opposition en faisant quelques réformes, en isolant les individus, en mettant l'accent sur la loyauté patriotique. 1% de la population américaine détient un tiers de la richesse nationale. Le reste est réparti de telle manière que les 99% de la population restante sont montés les uns contre les autres. Les petits propriétaires contre les plus démunis, les noirs contre les blancs, les natifs américains contre les citoyens d'origines étrangères, les intellectuels et les professions libérales contre les travailleurs non qualifiés et non diplômés. Ces groupes se sont opposés et ont lutté les uns contre les autres avec une telle violence qu'ils en ont oublié qu'ils étaient tous réduits à se partager les maigres restes de la richesse nationale. Malgré la réalité de cette lutte amère et désespérée autour des rares ressources épargnées par les élites dominantes, je prends la liberté de réunir ces 99% d'Américains sous l'appellation de peuple. L'histoire que j'ai écrite tente de rendre compte de leur intérêt commun, même lorsque ce dernier a été détourné, voire dissimulé. Mettre l'accent sur l'unité de ces 99% de la population américaine et affirmer que leurs intérêts sont parfaitement contradictoires avec ceux des plus riches revient à faire exactement ce que les gouvernements américains et l'élite fortunée qui les soutient, des pères fondateurs à nos jours, ont toujours essayé d'empêcher.
Madison craignait une faction majoritaire et espérait que la nouvelle constitution réussirait à la contrôler. Avec ses collègues, il décida que le préambule de la Constitution commencerait par l'expression « Nous le peuple ». C'était prétendre que le nouveau régime américain représenterait tout le monde et imaginer que ce mythe, accepté comme réalité, pourrait garantir la stabilité dans les affaires intérieures. Cette prétention s'est maintenue à travers les générations, confortée par l'invention de symboles matériels ou rhétoriques d'unité, tels le drapeau, le patriotisme, la démocratie, l'intérêt national, la défense nationale ou la sécurité nationale. Ces slogans étaient enfouis au cœur même de la culture américaine. On songe à des chariots formant un cercle au beau milieu des plaines de l'Ouest, de l'intérieur duquel les Américains blancs relativement aisés pourraient tirer sur les ennemis extérieurs. Les Indiens, les Noirs et les autres blancs trop misérables pourraient être autorisés à pénétrer dans le cercle. Quant aux responsables du convoi, ils observent à bonne distance et, une fois le combat terminé et le terrain jonché de morts et de blessés des deux camps, ils prennent possession de la terre et préparent de nouvelles expéditions pour conquérir de nouveaux territoires. Pourtant, ce plan n'a jamais vraiment fonctionné à la perfection. Si l'on en juge par les soulèvements de fermiers, les révoltes d'esclaves, le mouvement abolitionniste, la naissance du féminisme et l'état de guerre permanent avec les Indiens au cours des années qui précédèrent la guerre de sécession, ni la Révolution, ni la Constitution ne semblent avoir réussi à garantir la stabilité du système, et ce, malgré la maîtrise des ressentiments sociaux hérités de la période coloniale. Dans le même temps, on réduisait les Noirs en esclavage, on massacrait et déportait les Indiens. Après la guerre de sécession, une nouvelle alliance des élites du Sud et du Nord vit le jour, tandis que Noirs et Blancs des classes défavorisées étaient pris dans les conflits raciaux, que les travailleurs américains du Nord se voyaient opposés aux immigrés et que les fermiers se trouvaient éparpillés sur le vaste territoire national. Quant au système capitaliste, il s'imposait dans l'industrie et au gouvernement. Pourtant, c'est à cette époque qu'éclatèrent des révoltes dans les milieux ouvriers et que prit naissance un vaste mouvement d'opposition chez les fermiers du pays. Au tournant du siècle, la pacification par la violence des Noirs et des Indiens, ainsi que l'usage du vote et de la guerre pour distraire l'attention des opposants blancs et les intégrer au système ne suffirent pas, dans le cadre de l'industrialisation moderne, à empêcher le soudain essor du socialisme ni les conflits sociaux. Ensuite, ni la Première Guerre mondiale, ni la relative prospérité des années 1920, ni l'apparent effondrement du mouvement socialiste ne purent, en cette période de crise économique, empêcher l'essor d'une nouvelle prise de conscience radicale et les autres conflits sociaux qui éclatèrent dans les années 1930. La Seconde Guerre mondiale créa un nouveau sentiment d'unité qui fit croire, dans le contexte de la guerre froide, à l'extinction du puissant courant radical des années de guerre. Ce fut alors qu'apparurent, à la surprise générale, les mouvements des années 1960, issus de milieux que l'on pensait depuis longtemps soumis ou tenus à distance, les Noirs, les Indiens, les femmes, les prisonniers, les soldats, ainsi qu'un nouveau radicalisme qui menaçait de se propager largement dans une population que la guerre du Vietnam et le scandale du Watergate avaient sensiblement éloignée de la politique. Le renvoi de Nixon, la célébration du bicentenaire de l'indépendance et la présidence de Carter, tout tendait à la restauration d'une certaine stabilité. Mais cette restauration de l'ordre ancien n'était certainement pas la solution à l'incertitude et à la désaffection vis-à-vis du politique qui s'aggravèrent finalement sous Reagan puis sous Bush. L'élection de Clinton en 1992, portée par une vague promesse de changement, ne correspondait pas aux attentes de ceux qui espéraient autre chose. Devant la permanence d'un tel malaise, il est très important pour l'appareil en place, ce petit club toujours inquiet de dirigeants d'entreprises, de généraux et de politiciens, de maintenir l'illusion historique d'une unité nationale par laquelle le gouvernement est censé représenter le peuple dans son ensemble et l'ennemi commun venir toujours de l'extérieur. De maintenir un système où les déroutes économiques et les guerres sont toujours supposées être des erreurs malencontreuses ou de tragiques accidents qui seront réparés par ce même petit club qui, en réalité, les a provoqués.
Il est également important pour lui de s'assurer que la seule véritable unité soit l'unité artificielle des élites privilégiées avec les citoyens qui le sont à peine moins, tandis que les 99% de la population restante doivent demeurer divisés par tous les moyens et opposés les uns aux autres afin de détourner leur colère. N'est-ce pas une formidable idée que de faire payer par la classe moyenne les impôts qui garantiront l'aide sociale apportée aux pauvres, ajoutant ainsi la rancœur des premiers à l'humiliation des seconds? Et que dire de la politique qui consiste à déplacer, par l'intermédiaire du ramassage scolaire, les écoliers noirs des milieux défavorisés vers les écoles des quartiers blancs défavorisés, en une sorte d'échange cynique entre écoles de pauvres? Pendant ce temps-là, des écoles réservées aux riches étaient protégées, et les fonds publics, distribués avec tant de parcimonie aux enfants nécessiteux, étaient engloutis dans la construction d'avions de combat coûtant des milliards de dollars. Ingénieux également de répondre aux revendications d'égalité des femmes et des Noirs en leur accordant de maigres privilèges spécifiques et en les mettant en compétition avec tous les autres pour la recherche de ces emplois qu'un système irrationnel et incohérent rendait extrêmement rares. Pas mal non plus cette idée de focaliser les craintes et la colère de la majorité silencieuse sur une classe de criminels, fruit de l'injustice économique toujours produite en plus grand nombre qu'il n'est possible d'emprisonner, permettant ainsi de mieux dissimuler le gigantesque pillage des ressources nationales entrepris en toute légalité par de nombreux dirigeants. Pourtant, malgré la maîtrise de tous les instruments de la loi et de l'ordre, de la prévarication et des concessions, des diversions et des fraudes auxquelles elle a pu faire appel tout au long de l'histoire du pays, l'élite au pouvoir n'a jamais réussi à se garantir des révoltes populaires. À chaque fois qu'elle semblait y être parvenue, ceux-là même qu'elle pensait avoir corrompu, trompé, acheté, réprimé, se réveillaient et se soulevaient. Les Noirs, apparemment pacifiés par les décisions de la Cour suprême et du Congrès, se révoltaient. Les femmes courtisées et rejetées, idéalisées et maltraitées, se révoltaient. Les Indiens, que l'on pensait disparus, renaissaient pour reprendre la lutte. Les jeunes, malgré les promesses de confort et de carrière, faisaient défaut. Les travailleurs que l'on pensait avoir séduits par des réformes maîtrisées par la loi et contrôlées par l'intermédiaire de leurs propres syndicats reprenaient les grèves. Les intellectuels, employés à des postes officiels et censés être contraints au devoir de discrétion, se mettaient à révéler tout ce qu'ils savaient. Et les prêtres troquaient la méditation pour le militantisme. Rappeler cela, c'est dévoiler au peuple ce que le gouvernement souhaiterait pourtant qu'il oublie, cette capacité considérable des gens apparemment désarmés à résister, des gens apparemment satisfaits à exiger des changements. Faire cette histoire, c'est retrouver chez l'homme ce formidable besoin d'affirmer sa propre humanité. C'est également affirmer, même dans les périodes de profond pessimisme, la possibilité de changements surprenants. Bien sûr, il ne faudrait pas surestimer la conscience de classe, exagérer l'importance et les victoires de ces rébellions populaires. Ce serait oublier que le monde, et pas seulement les États-Unis, restent aux mains des élites et que les mouvements populaires, même s'ils ont démontré leur fantastique capacité à renaître régulièrement, ont jusqu'ici toujours été réprimés, absorbés ou pervertis. Sans compter que les révolutionnaires, socialistes, ont finalement trahi le socialisme et que les révolutions nationalistes ont fini en dictature. Néanmoins, la plupart des historiens sous-estiment les mouvements de révolte et accordent trop d'importance aux hommes d'État, nourrissant ainsi le sentiment d'incapacité générale chez les citoyens. Lorsqu'on étudie attentivement les mouvements de résistance et même les formes isolées de révolte, on découvre que la conscience de classe, comme toutes les autres formes de prise de conscience des injustices, se fait à plusieurs niveaux. Elle s'exprime sur différents modes et montre différentes manières de se révéler à elle-même, ouvertes, subtiles, directes ou sinueuses. Dans un système d'intimidation et de maintien de l'ordre, les gens ne montrent pas forcément tout ce qu'ils savent, tout ce qu'ils ressentent profondément, sauf quand ils réalisent qu'ils peuvent le faire sans risquer d'être totalement détruits. L'histoire qui maintient en vie la mémoire des mouvements populaires suggère de nouvelles définitions du pouvoir. Traditionnellement, on considère que quiconque possède la puissance militaire, la fortune, la maîtrise de l'idéologie officielle et la suprématie culturelle détient le pouvoir. Mesurée à cette aune, la résistance populaire ne paraît jamais assez forte pour survivre.
Pourtant les victoires inattendues des rebelles, même les victoires momentanées, démontrent la vulnérabilité des soi-disant puissants. Dans un système extraordinairement sophistiqué, les élites au pouvoir ne peuvent se maintenir sans la soumission et la loyauté des millions de gens à qui l'on accorde, en échange de ce service, de bien maigres récompenses. Les soldats, la police, les enseignants, les hommes d'église, les fonctionnaires et les travailleurs sociaux, les techniciens et les ouvriers, les médecins, les hommes de loi, les infirmières, les travailleurs des transports et des communications, les éboueurs et les pompiers. Ces gens, les catégories dotées de quelques privilèges mineurs, sont pris dans une alliance avec les élites. Ils forment en quelque sorte la garde prétorienne du système, véritable digue entre les classes les plus favorisées et les classes les plus pauvres. S'ils cessent d'obéir, le système s'effondre. Cela ne pourra arriver, me semble-t-il, que lorsque tous ceux d'entre nous qui sont un tant soit peu privilégiés et vaguement à l'aise financièrement réaliseront que nous sommes comme les gardiens de la prison d'Attica pendant l'émeute des prisonniers, éminemment sacrifiables. C'est-à-dire que le système, quelle que soit la manière dont il nous récompense, est parfaitement capable en cas de nécessité pour conserver le contrôle de la situation, de se débarrasser de nous. Aujourd'hui, certaines données nouvelles sont si évidentes qu'elles pourraient entraîner de notre part le renoncement total à notre loyauté envers le système. À l'ère atomique, les nouvelles conditions technologiques, économiques et militaires rendent de plus en plus difficile pour les gardiens du système que sont les intellectuels, les propriétaires, les contribuables, les travailleurs qualifiés, les professions libérales et les fonctionnaires d'échapper à la violence, aussi bien physique que psychologique, infligée aux pauvres, aux noirs, aux criminels ou à l'ennemi extérieur. La mondialisation de l'économie, comme les mouvements de réfugiés et de travailleurs immigrés à travers les frontières, font qu'il devient plus difficile pour les populations des pays industrialisés d'ignorer la faim et la maladie qui frappent les pays pauvres. Dans ces nouvelles conditions de technologie meurtrière, nous devenons tous les otages de la marche forcée économique, de la pollution généralisée et des guerres incontrôlables. Les armes atomiques, les radiations, l'anarchie économique ne font pas de distinction entre les prisonniers, les gardiens du système, et ceux qui sont aux commandes ne seront pas plus scrupuleux au moment de prendre une décision. On ne peut oublier la réponse de l'état-major américain lorsqu'on l'informa qu'il y avait sans doute des prisonniers de guerre dans les environs de Nagasaki. Les cibles initialement prévues pour l'opération demeurent inchangées. On constate des signes d'un mécontentement croissant au sein de la garde prétorienne du système. On nous déclarait régulièrement que les pauvres et les ignorants formaient le gros des bataillons de ceux qui ne votaient pas, exclus d'un système politique qui, pensait-il, se moquait bien d'eux et sur lequel ils n'avaient pas beaucoup d'influence. Aujourd'hui, cette désaffection s'étend aux familles qui vivent au-dessus du seuil de pauvreté. Ce sont les travailleurs blancs, ni riches ni pauvres, mais insatisfaits de l'insécurité économique, mécontents de leur travail, inquiets pour leur environnement et hostiles au gouvernement, en une combinaison de racisme et de conscience de classe, de mépris pour les pauvres et de méfiance vis-à-vis des élites, et de ce fait, ouverts à toutes les solutions qui se présenteraient, à gauche comme à droite. Les années 1920 avaient connu une désaffection similaire des classes moyennes vis-à-vis du politique qui aurait pu s'exprimer de différentes manières. Rappelons que le Ku Klux Klan comptait à l'époque des millions de membres, mais dans les années 1930, le travail d'une gauche dynamique dirigea ce sentiment de désarroi vers les syndicats ouvriers et paysans et vers les mouvements socialistes. Il se pourrait que l'on assiste, dans les années à venir, à une course pour la captation politique du mécontentement de la classe moyenne américaine. Ce mécontentement est évident. Depuis le début des années 1970, les sondages indiquent que 70 à 80% des Américains n'ont pas confiance dans leur gouvernement, dans le monde des affaires et dans l'armée. Cette méfiance va donc bien au-delà des Noirs, des pauvres et des radicaux. Elle s'est étendue aux ouvriers qualifiés, aux salariés du tertiaire et aux professions libérales. Pour la première fois, peut-être, dans l'histoire des États-Unis, les classes les plus pauvres et les classes moyennes, les prisonniers aussi bien que les gardiens du système, n'ont plus confiance en lui. D'autres signes ne trompent pas. Le taux élevé d'alcoolisme,
le taux élevé des divorces, la consommation et l'abus de drogue, les dépressions nerveuses. Des millions de gens recherchent désespérément des solutions à leurs sentiments d'impuissance, de solitude, de frustration, d'étrangeté vis-à-vis des autres, de leur travail et, pour finir, d'eux-mêmes. Ils adoptent parfois de nouvelles religions ou rejoignent des groupes d'entraide en tout genre. C'est comme si toute une nation en arrivait à un point critique au milieu de son parcours, une crise de croissance avec retour sur soi et doute existentiel à l'appui. Tout cela advient de surcroît dans une période où la classe moyenne elle-même est confrontée à une véritable insécurité économique. Le système en est arrivé, dans son irrationalité et par soif de profit, à bâtir de gigantesques gratte-ciel pour les compagnies d'assurance, alors que les villes tombent en décrépitude, à dépenser des milliards de dollars pour fabriquer des armes de destruction et presque rien pour les enfants, à accorder de fabuleux salaires à des gens qui produisent des choses aussi dangereuses qu'inutiles et rien aux artistes, aux musiciens, aux écrivains, aux comédiens. Le capitalisme a toujours joué contre les classes les plus défavorisées. Il joue maintenant contre la classe moyenne. La menace du chômage, qui plane toujours sur les pauvres, concerne à présent les salariés du tertiaire et les professions libérales. Un diplôme universitaire n'est plus une garantie de travail, et un système ne proposant plus d'avenir aux jeunes qui sortent de l'école est sérieusement en danger. Si ce phénomène ne concernait que les enfants des pauvres, le problème serait gérable. Il y a toujours les prisons pour les recevoir. Mais s'il touche les enfants des classes moyennes, les choses pourraient finalement tourner mal. Les pauvres ont l'habitude d'être constamment exploités et à court d'argent. Les classes moyennes ont désormais elles aussi commencé à subir la pression de l'augmentation du coût de la vie et des impôts. Les années 1970, 1980 et le début des années 1990 ont été marquées par l'envolée spectaculaire de la criminalité. On pouvait en comprendre aisément les raisons lorsqu'on se déplaçait dans les grandes villes. On y observait la violente confrontation de la richesse et de la pauvreté, la société de consommation, les publicités tapageuses. Il y avait également la terrible compétition économique où l'on retrouvait, côte à côte, la violence légale de l'État, le pillage légal des ressources par les grandes entreprises et la criminalité illégale des pauvres. L'écrasante majorité des détenus américains étaient pauvres, non blancs et peu instruits. La moitié des prisonniers avaient été au chômage avant leur incarcération. Les crimes violents les plus courants et les plus commentés étaient ceux que commettaient les jeunes et les pauvres qui, désespérés ou accros à la drogue, s'en prenaient aux classes moyennes, voire aux autres pauvres. Une société si rigoureusement construite sur la richesse et l'instruction ne peut que donner naissance au ressentiment et à la violence de classe. De nos jours, la question essentielle est de savoir si les classes moyennes, jusqu'ici disposées à penser que la solution à de tels crimes se trouve dans l'augmentation du nombre des prisons et dans l'allongement des peines, vont commencer à réaliser, devant l'inefficacité de telles mesures, que cela ne peut que perpétuer le cycle sans fin du crime et du châtiment. Elle pourrait en conclure que la sécurité physique de celui qui travaille dans une ville ne peut être garantie que si tous les habitants de cette ville ont un travail. Cela exigerait un bouleversement des priorités nationales et surtout un changement de système. Au cours des dernières décennies, la peur de la criminalité a été rejointe par une peur encore plus grande. Les décès dus au cancer se sont multipliés et la recherche médicale semblait incapable d'en déterminer la cause. Il devint vite évident que de plus en plus de ces cancers étaient dus à un environnement dégradé par les expériences militaires et la cupidité des industriels. L'eau que buvaient les gens, l'air qu'ils respiraient, les particules de poussière qu'ils inhalaient sur leur lieu de travail avaient été contaminés pendant des années par un système si obsédé par la croissance et le profit que la sécurité et la santé des êtres humains avaient été totalement négligées. Une nouvelle épidémie meurtrière apparut, le sida, qui se répandait notamment chez les homosexuels et les consommateurs de drogue. Au début des années 1990, le faux socialisme du système soviétique s'effondrait et le système américain semblait incontrôlable. Une course en avant, capitaliste, technologique, militariste, et un gouvernement s'éloignant de plus en plus d'un peuple qu'il prétendait pourtant représenter. La criminalité était incontrôlable, le cancer et le sida également, de même que les prix, les impôts, le chômage, la décrépitude des villes et la crise de la famille.
et les gens semblaient comprendre tout cela. Sans doute, la méfiance générale envers le gouvernement, particulièrement manifeste ces dernières années, provient-elle d'une prise de conscience accrue de la vérité des propos tenus par le pilote de la US Air Force, Yossarian, dans le roman Catch 22, à un camarade qui lui reproche d'apporter aide et réconfort à un ennemi. L'ennemi, c'est celui qui est sur le point de te tuer, quel que soit son camp. Et n'oublie jamais ça, parce que plus longtemps tu t'en souviendras, plus longtemps tu vivras. Mais Clevinger l'oublia, et maintenant il est mort, ajoute aussitôt le narrateur. Imaginons que, pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, la population soit unie dans sa volonté d'opérer de vrais changements. L'élite n'utilisera-t-elle pas, comme à chaque fois, son arme ultime, une intervention militaire à l'étranger pour unifier le peuple et l'appareil d'État dans et autour de la guerre? C'est bien ce qui eut lieu en 1991 avec la guerre du Golfe. Mais, comme le disait June Jordan, c'était juste un flash, exactement comme le crack, ça ne dure jamais longtemps. Étant donné l'impuissance des élites à résoudre les problèmes économiques ou à faire de la politique extérieure une soupape de sécurité pour le mécontentement des Américains, ces derniers devraient se préparer à exiger plus que de simples rafistolages, réformettes, énièmes New Deal ou autres pièges du même calibre. Il faut des changements radicaux. Permettons-nous un moment d'utopie pour que, une fois revenus au réalisme, il ne s'agisse pas de ce réalisme cher aux dirigeants dans leurs entreprises de démobilisation des citoyens, ce réalisme que l'on trouve dans tant de livres d'histoire sans surprise. Imaginons ce que des changements véritablement radicaux exigeraient de chacun d'entre nous. Les leviers du pouvoir devraient être confisqués à ceux à qui l'on doit l'état dans lequel se trouve la société actuelle, les grandes entreprises, l'appareil militaire et leurs alliés politiques. Il faudrait, par un effort coordonné de toutes les communautés locales du pays, reconstruire une économie à la fois efficace et juste, produisant en coopération ce dont les gens ont le plus besoin. Nous commencerions au niveau des quartiers, des villes, des lieux de travail. Tout le monde devrait avoir une tâche, quel qu'il soit, même ceux qui sont actuellement exclus de la force de travail, les enfants, les personnes âgées, les handicapés. La société pourrait ainsi bénéficier de cette énergie aujourd'hui gaspillée, de ses qualifications et de ses talents inexploités. Tout le monde devrait participer quelques heures par jour aux tâches certes routinières mais néanmoins nécessaires, consacrer la majeure partie de son temps libre au plaisir, à la création, à sa vocation, tout en produisant suffisamment pour garantir une répartition équitable. Certains biens de première nécessité devront être assez abondants pour être sortis du système d'échange monétaire et être disponibles gratuitement pour tout le monde. La nourriture, le logement, les soins de santé, l'éducation et les transports. Le plus difficile serait d'accomplir tout cela sans avoir recours à une bureaucratie centralisée, aux menaces d'emprisonnement ou de châtiment, mais au contraire en faisant appel à cet esprit de coopération que l'État a régulièrement utilisé par le passé pour mener ses guerres. Cet esprit qui fait partie de la nature humaine et qui est également à l'origine des mouvements sociaux. Cet esprit donne une idée de ce que pourrait être le comportement des individus dans des conditions différentes. Les décisions seraient prises par des groupes restreints sur les lieux de travail, dans les quartiers. Un réseau de coopératives connectées les unes aux autres, un socialisme de voisinage échappant aux hiérarchies de classe du capitalisme et aux dictatures autoritaires qui ont usurpé le nom de socialistes. Avec le temps, au sein de communautés conviviales, les gens devraient être en mesure de créer une nouvelle culture, plus diversifiée, non violente, dans laquelle toutes les formes d'expression personnelle et collective pourraient s'exprimer. Hommes et femmes, noirs et blancs, vieux et jeunes pourraient alors considérer leurs différences comme autant de caractères positifs et non comme des instruments de domination. Alors, les nouvelles valeurs de coopération et de liberté devraient transformer les relations entre les gens et l'éducation des enfants. Pour accomplir tout cela en dépit des instruments de contrôle social qui régissent actuellement les États-Unis, il faudra ajouter aux ressources des mouvements de résistance qui se sont illustrés dans l'histoire des États-Unis, ouvriers révoltés, rebelles noirs, indiens, femmes, jeunes, celles engendrées par le mécontentement récent des classes moyennes. Les gens devront sans doute transformer en premier lieu leur environnement immédiat, lieu de travail, famille, école, communauté, par une série de luttes
contre l'inefficacité des autorités dans ces domaines et pour en confier l'organisation à ceux qui y vivent et y travaillent. Ces combats feront appel à toutes les stratégies employées en leur temps par les mouvements populaires qui ont marqué l'histoire américaine. Manifestations, défilés, désobéissances civiles, grèves, boycotts et insurrections générales, actions directes pour la redistribution des richesses, pour transformer les institutions, pour réinventer les rapports sociaux, création dans la musique, la littérature, le théâtre, dans tous les arts et tous les lieux de travail et de loisirs, d'une nouvelle culture du partage, du respect, d'un nouveau plaisir de travailler ensemble pour s'entraider. Il y aurait bien sûr de nombreux échecs, mais si un tel mouvement prenait racine dans des centaines de milliers d'endroits à travers le pays, il serait impossible de l'arrêter parce que les gardiens sur lesquels s'appuie le système pour assurer sa survie seraient eux-mêmes parmi les rebelles. Ce serait un nouveau genre de révolution et, me semble-t-il, la seule qui puisse advenir dans un pays comme les États-Unis. Elle exigerait une énorme dépense d'énergie, de nombreux sacrifices, un sérieux engagement et de la patience. Mais comme la mobilisation pourrait commencer tout de suite, il y aurait également cette satisfaction immédiate que les gens ont toujours éprouvée dans les relations amicales tissées au sein des mouvements regroupés autour d'un but commun. Tout cela, qui nous entraîne bien loin de l'histoire des États-Unis, dans le domaine de l'imaginaire, n'est pas totalement déconnecté, néanmoins, de la réalité. Par le passé, il y a déjà eu des expériences fugitives de tels projets. Au cours des années 1960 et 1970, l'appareil du pouvoir échoua, pour la première fois, à créer l'unité nationale et la ferveur patriotique autour d'un objectif guerrier. À cette époque se produisit un bouleversement culturel, comme le pays n'en avait jamais connu, dans les domaines de la sexualité, de la famille, des relations personnelles, justement dans tous ces secteurs que les organes du pouvoir ont généralement tant de mal à contrôler. Cette époque fut également marquée par un manque de confiance sans précédent envers la plupart des éléments du système politico-économique. À toutes les époques, les gens ont trouvé le moyen de se venir en aide les uns aux autres, même sur de brèves périodes, et même au cœur d'une civilisation de compétition et de violence, pour se réaliser dans le travail, dans la lutte, l'amitié et la nature. L'avenir sera fait de luttes et de moments troublés, mais également d'inspiration. Il est possible qu'un tel mouvement parvienne à réaliser ce que le système lui-même n'a jamais pu faire, c'est-à-dire provoquer un gigantesque changement avec un minimum de violence. C'est possible parce que la majorité des hommes et des femmes qui composent les fameux 99% de la population commencent à se rendre compte qu'ils partagent les mêmes intérêts et les mêmes besoins. Plus les gardiens et les prisonniers du système en auront conscience, plus l'appareil du pouvoir sera isolé et inefficace. Les armes, l'argent et la maîtrise de l'information par les élites ne seront d'aucune utilité face à une population parfaitement déterminée. Les serviteurs du système refuseront de continuer de travailler pour maintenir le vieil ordre agonisant et profiteront de leur temps et de leur espace, qui leur avaient été accordés en échange de leurs services, pour démanteler l'ancien système et participer à l'élaboration d'une nouvelle société. Les prisonniers du système continueront, eux, de se révolter, comme auparavant, de manière imprévisible et à des moments qu'on ne saurait prédire. La nouvelle donne de notre époque est cette possibilité qu'ils ont désormais d'être rejoints par les gardiens du système. Nous, lecteurs et auteurs de livres, avons toujours été, dans notre grande majorité, dans le camp des gardiens. Si nous comprenons cela et que nous agissons en conséquence, non seulement la vie pourra être immédiatement améliorée, mais nos petits-enfants et les enfants de nos petits-enfants connaîtront probablement un monde différent et meilleur.